Permettez-moi de remercier les organisateurs de ce colloque et spécialement M. Nishiyama, M. Oku, de m'avoir fourni l'occasion de venir au Japon et de participer à ce colloque. Les Libanais répètent un vieil adage: tu connais une langue, tu vaux bien un homme. Ce qui veut dire tu vaux autant de personnes que tu connais de langues. Le plurilinguisme a toujours été inhérent à la personnalité libanaise, résultant d'un brassage culturel, ethnique et religieux. Plusieurs facteurs ont fait du plurilinguisme libanais une caractéristique constante et traditionnellement recherchée comme une assise de sa civilisation et de son patrimoine kaléidoscopique, une dynamique de richesse et d'ouverture qui pourrait aboutir dans certains cas à une impasse, d'où la nécessité de bien gérer et régler son mouvement. Une observation de l'emplacement géographique du Liban est révélatrice à ce sujet. Son caractère commercial et ouvert d'une part, mystérieux et protecteur de l'autre. Le Liban, un pays assez petit du point de vue superficie, 10 452 km², longe la Méditerranée sur une longueur de 250 km. Ce pays au carrefour de 3 continents est le pont obligé, entre guillemets, entre l'Occident et le monde arabe, bénéficiant au surplus d'un accès vers l'Asie centrale et la Russie. Cette situation géographique a fait que le Liban fut maintes fois envahi par presque tous les peuples du bassin méditerranéen, ainsi que par des tribus nomades qui arrivaient de la péninsule arabique. De même que de par sa configuration accidentée, ce pays des montagnes a souvent accueilli des réfugiés de différentes régions. Tous ces peuples ont marqué le Liban par leur rapport linguistique, culturel et religieux. Là, je vais essayer de résumer. Les Cananéens et les Phéniciens ont installé les comptoirs et ont fondé les cités-États depuis Tyr, Sidon, Byblos et Beyrouth. Et le Liban, qui faisait partie de la Phénicie, a connu une civilisation brillante. De même, avec la domination grecque qui a duré 12 siècles jusqu'à la tutelle romaine, le christianisme s'est propagé en 396. Par la suite, en 628, la côte libanaise est tombée entre les mains des musulmans par suite de la conquête arabe. La population va normalement se modifier considérablement, car des Arabes, des Perses, des Juifs entrèrent dans le pays et les chrétiens du Proche-Orient se réduisirent dès lors en une minorité. Au Moyen-Âge, il y eut les croisades et par la suite, les Mamelouks, des milices arabes, l'envahirent pour 2 siècles jusqu'en 1516 lors de l'arrivée des Ottomans. Et donc, au XIXe siècle, la France et la Grande-Bretagne intervinrent pour assurer la protection de certains groupes ethno-religieux. Un gouvernorat autonome maronite placé sous la protection de la France fut créé en 1864. Donc, je voulais expliquer un petit peu le passage du christianisme aux autres religions et par la suite à l'invasion arabe. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fut démantelé et le Liban passa sous mandat français en 1920. C'est à ce moment que les frontières actuelles furent créées, que s'implanta la langue française. Des Arméniens s'établirent dans les pays, suivis des Kurdes. En 1948, des Palestiniens se réfugient au Liban, de même que des Assyriens, des Syriaques, des Chaldéens d'Irak, des Alouites de Syrie, des chrétiens d'Égypte. La nécessité commerciale et politique ajoutée à la position géohistorique du Liban en a fait un creuset linguistique fertile gardant des empreintes des langues et des cultures qu'il a connues. En 1943, date de l'indépendance du pays, les 2 langues officielles sont l'arabe et le français. Le français fut aboli par la suite par les dirigeants en tant que 2e langue officielle. Nous pouvons dire qu'actuellement, le Liban est trilingue. Si nous prenons en considération les 3 langues apprises à l'école, donc de scolarisation, et qui sont l'arabe, le français et l'anglais, le bilinguisme scolaire ou éducationnel est une nécessité au Liban.
définie par un programme éducatif établi par la politique du pays et où la langue nationale est enseignée normalement dans les écoles, parallèlement à une langue seconde pour le primaire, le français ou l'anglais. Au collège, ce sera la troisième langue qui sera enseignée en tant que langue étrangère. Il est multilingue si nous considérons que le dialecte libanais n'est pas l'arabe classique étudié. Si nous tenons compte des langues supplémentaires apprises comme l'italien, l'espagnol et le chinois, des langues vivantes des différents Libanais de différentes ethnies qui forment son peuple comme l'arménien, le kurde, le grec, le portugais, l'assyrien néo-arménien. Mais l'arabe classique demeure la langue officielle du pays au terme de la Constitution. Une enquête faite en 1993 montre que 54,1% affirment parler le français et 50,6% l'anglais. Plusieurs variables rentrent en jeu pour pouvoir préciser des pourcentages. On en cite l'étape de scolarisation, les confessions, le sexe, la région, etc. C'est un pays plutôt francophone. Les liens de tout ordre entre la France et le Liban remontent au Moyen-Âge, au temps des croisades, des missionnaires français, certainement l'intervention de la France au Liban. Il y a eu la fondation des établissements français qui va s'intensifier de plus en plus au XXe siècle, durant la première moitié du XXe siècle. Actuellement, le français a changé de statut. Il est enseigné en tant que langue et n'est plus utilisé que partiellement comme langue d'enseignement des autres matières. En général, le français est plus répandu dans des familles chrétiennes et dans les couches aisées musulmanes. La majorité des musulmans ont tendance à être anglophiles. Par ailleurs, 73% des bilingues arabes-français connaîtraient également l'anglais. L'anglais avance rapidement et est presque à égalité avec le français, surtout à l'université. Si le français est considéré comme langue de culture, son usage se trouve fragilisé par la prépondérance de l'anglais dans la communication avec l'étranger et dans certains secteurs des finances et de l'information. Donc, outre les raisons inhérentes à l'histoire, la tradition culturelle au Liban est basée sur des repères importants comme l'école de Rome, fondée en 1584, et les écoles fondées par des congrégations religieuses chrétiennes qui exigeaient l'apprentissage de cette langue. Exemple, l'école de Ain Waraka en 1787. Cette continuité historique et culturelle fait qu'un Libanais ne peut pas réussir s'il ne connaît pas plusieurs langues. Bien que l'arabe soit la langue officielle du pays, le code de procédure civile libanais est rédigé en français. Il a été publié pour la première fois en arabe en 1983, largement inspiré du code de procédure civile français. Des raisons sont en rapport avec l'évolution démographique et avec la constitution de la société plurielle où plusieurs confessions doivent se comprendre et vivre ensemble. Surtout que la répartition des principales responsabilités politiques et administratives se fait entre les 6 grandes communautés confessionnelles. Le Liban multiconfessionnel connaît la plus grande diversité religieuse dans la région. 22 communautés confessionnelles, sans négliger la présence des autres communautés, ce qui fait du pays la Suisse de l'Orient, comme on l'appelle, par sa tolérance, le respect de la liberté d'expression orale et écrite, et par son aspiration continue à vouloir appliquer la démocratie. Le Liban a toujours voulu se distinguer par cette force linguistique, enjeu d'ouverture et d'échange, ce qu'il a voulu afficher avec les différents continents de son voisinage. Il a voulu se présenter comme porte-parole dans des pays arabes et négociateur en leur nom. La langue seconde a toujours été la langue de l'inexprimable en arabe, le moyen de briser les tabous, de nommer l'innommable et d'échapper aux interdits. Les écrivains libanais se réclament pouvoir espérer un transfert vers d'autres aires linguistiques en se projetant par la langue force de dépassement spatio-temporel. Ce phénomène a engendré l'enrichissement des langues et le meilleur exemple serait la Nahda, la Renaissance pendant les premières décennies du XIXe siècle,
ou le processus de modernisation de la langue arabe, considérée comme la parole de la langue sacrée du Coran incréé, donc intouchable. Ce fut l'œuvre d'un groupe d'hommes dont la majorité est chrétienne. Les barrières linguistiques ont constitué dans l'histoire des raisons suffisantes d'incompréhension, dégénérant en guerre. Les franchir ne garantit nullement la compréhension et la paix, car la langue structure la pensée, forme la personnalité et conditionne dans une large mesure la vision du monde. Si la langue est apprise en tant que langue seconde avec la culture et la civilisation d'un pays, elle pourrait créer une insécurité linguistique où les repères se brouillent. Si la fusion s'opère, créant une identité plurielle, le glissement d'une langue à l'autre crée un nomadisme linguistique et culturel qui risque de perturber le sens de l'appartenance et d'identité. Cette situation s'aggrave quand chaque communauté, comme ce qui arrive chez nous, donne la priorité à une langue plutôt qu'à une autre, dans un jeu de rapports de force, comme le cas de l'arabisation plutôt sunnite du début du siècle, à laquelle s'opposait la communauté chrétienne, faisant du français la langue maternelle, seconde ou première. Le risque conflictuel devient de plus en plus important quand la langue de l'autre est pratiquée et considérée comme signe d'adhérence. Exemple, le koch ahmadite qui a été clamé par la foule chiite, souhaitant la bienvenue au président iranien qui a visité dernièrement le Liban. D'ailleurs, les chrétiens ont souvent été accusés de trahison pour avoir défendu et pratiqué les langues occidentales et surtout le français. Nul ne discute aussi le classement hiérarchique des langues et la supériorité qu'exerce l'apprentissage d'une langue sur la langue maternelle. Le français a souvent été considéré comme la langue de colonisation du Liban, même si sa pratique était et est limitée à la classe éduquée. La fierté d'exercer le plurilinguisme devient une sorte de honte quand elle est considérée comme une conséquence du colonialisme. La déception est plus grande en découvrant que cette altérité n'est pas réciproque par les autres pays détenant des langues dominantes, que la culture reliée à ces langues n'émane pas de son milieu et ne s'y adapte pas. Donc l'ouverture devient une impasse qui devrait pousser à réviser le statut des langues apprises et les méthodes d'approche convenables. Chaque peuple détenant une langue devrait la préserver en la faisant sortir de l'anonymat, en traçant les frontières très claires de sa culture et de ses valeurs, la déchargeant des représentations qui lui ont été calquées et qui l'ont déformée. Laïcisons les langues et dépolitisons-les. Tous les pays, notamment les plus puissants, devraient chercher à faire partie d'une patrie spirituelle partagée, à être tolérants et perméables à toutes les pensées, à œuvrer pour une réciprocité qui permet à toutes les langues d'être égales et acceptées avec le respect de l'autre et la dignité de l'humain. L'ouverture culturelle devrait atteindre un large éventail de langues et de cultures. Une bibliothèque multinationale, numérique, de lettres et de traduction. Tout à l'heure, notre collègue en a parlé, regroupant des chefs-d'œuvre dans différentes langues avec multiples traductions devrait être urgemment instaurée, ce qui va déboucher à un minimum de biens linguistiques et culturels communs, véhiculant un universalisme de valeurs non discriminatoires, de règles éthiques croisées, ce qui rendrait la mondialisation moins traumatisante et plus humaine. Je vous remercie.